Bonjour à tous et à toutes. On est ravis aujourd'hui de vous avoir avec nous pour ce nouveau webinaire ACT qui portera donc sur la V2 de la méthode ACT pas à pas. Donc on a aujourd'hui 1 heure et demie pour traiter le sujet. Alors on va commencer tout de suite. Quelques petites infos pratiques avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc comme d'habitude, pour ce webinaire. Donc, si vous voulez poser une question, vous avez normalement l'onglet Q&A qui s'affiche dans le ruban en haut de votre écran. Et puis, vous pouvez également réagir dans l'onglet Conversation. Donc, on essaiera, nous, de répondre aux questions au fur et à mesure. Il y a aussi une petite partie questions-réponses à la fin de ce webinaire où on pourra répondre donc à l'oral. Le webinaire est bien évidemment enregistré comme d'habitude et on vous transmettra le replay donc après la présentation. Il y a également une page sur notre site internet qui traite donc de la consultation publique et sur laquelle vous retrouverez toutes les ressources dont on va parler aujourd'hui. Alors, quelques autres informations avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ce webinaire traite uniquement des aspects méthodologiques de la méthode Acte Pas à Pas, donc Acte Pas à Pas Climat. On ne traitera pas les sujets du type offre de formation, enfin toute l'offre en fait qui tourne autour de la méthodologie, donc la formation, la licence à destination des bureaux d'études, et puis tout ce qui gravite autour de la méthodologie. Les aides financières non plus ne seront pas traitées dans ce webinaire, donc vraiment aujourd'hui focus uniquement méthodologie. Tous les autres aspects qui gravitent autour de la méthodologie seront évidemment traités plus tard. On vous présentera tout ça en temps et en heure. Donc, j'en parlais juste avant, on a donc lancé la consultation publique il y a 1 semaine, pardon. Et donc, la méthodologie peut être consultée sur notre site internet, donc sur la page dédiée. On vous a mis un petit lien cliquable, donc vous pourrez accéder à la consultation sur notre site internet depuis ce lien-là. Et donc n'hésitez pas à y participer, parce que vos retours sont évidemment riches et précieux. Vous avez jusqu'au 13 février pour le faire. Ça laisse 2 petites semaines pour pouvoir consulter la méthodologie, la lire, et puis ensuite y répondre. Et avant de passer donc au programme de cette intervention, juste une petite information. Donc, vous verrez sur certaines slides en bas à droite un petit hexagone avec un nombre apparaître dessus et ça permet de signaler en fait le numéro d'une question qui est traitée dans la consultation publique. Donc, c'est pour que vous puissiez faire le lien un peu plus rapidement si jamais vous voulez avoir vos notes à côté ou ce genre de choses pour répondre à la consultation publique. Donc, c'est un petit mémo qu'on a souhaité mettre en place pour faciliter un petit peu les retours. Et donc, on va pouvoir passer la parole du coup à nos intervenants du jour. Juste avant, donc, le programme, on a divisé ce webinaire en 4 parties pour faciliter la présentation, tout simplement, et que ce soit pour une meilleure compréhension en fait de la présentation. Et chacun, donc Sophie, Colin et Thibaut, vont pouvoir traiter les sujets au fur et à mesure. Et enfin, on terminera par une petite session de questions-réponses, donc qui se basera sur les questions qui seront posées dans l'onglet Q&A. Donc encore une fois, n'hésitez vraiment pas à aller consulter cet onglet et puis donc y intégrer vos questions. Et j'ai un petit peu parlé. Hop là, pardon, j'ai cliqué trop vite, désolée. Nos intervenants du jour, donc nous avons Colin, Thibaut et Sophie qui sont présents pour vous présenter la méthodologie. Merci à eux. Et je vais directement laisser la main à Sophie pour présenter la méthode. Merci Laurane. Alors pour pouvoir embarquer tout le monde, on va repartir du commencement et du début d'explication de ce qu'est l'initiative ACT. Alors en 2015, à l'issue de la COP 21, ayant abouti sur l'accord de Paris, donc il y a un accord international fixant un objectif global à ne pas dépasser, de réchauffement global terrestre à ne pas dépasser. Donc il était nécessaire, une fois d'avoir acté vraiment cet objectif international, de développer une méthodologie et des outils
pour accompagner les entreprises à l'atteinte de cet objectif finalement. Donc c'est ce qu'a fait l'ADEME avec nos collègues britanniques, le CDP. Ils ont fondé, ces deux initiatives ont fondé l'initiative ACT, dans ce sens vraiment d'aider, d'outiller les entreprises pour travailler sur les sujets de changement climatique. Donc l'initiative ACT a développé 2 accompagnements. Initialement ACT Évaluation pour vraiment évaluer la robustesse d'un plan de transition d'une entreprise, puis ACT Pas à Pas qui est arrivé après et qui en fait dans une continuité de chemin de décarbonation d'une entreprise vient se placer un petit peu avant. Donc il vient aider une entreprise à définir sa stratégie et son plan d'action bas carbone. C'est vraiment les 2 briques de ACT. Donc en 10 ans, ACT a plusieurs fois été reconnu pour sa robustesse scientifique et sa pertinence, notamment accordée via la confiance de la Banque de France ou encore de SBTi, qui est plutôt version internationale. Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ACT Pas à Pas, qui est un accompagnement qui vise les entreprises avec l'aide d'un consultant ou d'une consultante externe, vraiment expert sur le sujet décarbonation et climat. Donc c'est un accompagnement qui se déroule en 5 phases que vous voyez en bas à gauche, sur un calendrier global de 1 an à peu près de travail en interne entreprise pour définir cette stratégie et ce plan d'action climat. Le constat aujourd'hui sur Acte Pas à Pas, c'est que c'est une méthodologie qui est sortie il y a 5 ans, donc ça fait quand même, un petit moment. On a pas mal de recul maintenant sur, la méthode et son utilisation. C'est une méthode qui vit, grâce, à ses utilisateurs, ses utilisatrices. Aujourd'hui, on a plus de 900 entreprises qui ont bénéficié d'une subvention ADEME pour travailler sur, leur stratégie de décarbonation. Donc on commence à avoir un beau panel et un beau retour d'expérience, de la part de ces entreprises-là. Et puis on a, tout un panel de consultants et de consultantes qui sont, experts et prêts à accompagner les organisations sur leur transition bas carbone et climatique. Donc ça fait aussi deux gros panels et c'est vraiment ces utilisations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir, un constat et un recul nécessaire pour, travailler sur une mise à jour. Donc cette mise à jour, liée au retour des utilisateurs, et notamment à un besoin d'harmoniser les pratiques, notamment sur le volet, décarbonation où il y avait parfois une disparité dans les accompagnements. Donc l'objectif, c'est de pouvoir, vous proposer une méthode qui donne le même objectif, à tout le monde. On avait un besoin de préciser la méthode, sur, les étapes, les phases, apporter plus de bonnes pratiques, plus de retours d'expérience, liés à son utilisation. Donc ça, c'est aussi intégré dans cette, seconde version de Acte Pas à Pas. Viennent s'ajouter aussi des ajouts liés à la CSRD. Donc on avait fait tout un article sur le site, Act Initiative qui, référence toutes ces évolutions-là, qui permettent, d'aider à construire le fond de ce qu'est le reporting CSRD. Et enfin, et la plus majeure partie finalement de cette, V2 de Acte Pas à Pas, c'est l'intégration de l'adaptation au changement climatique, pour définir un plan de transition complet, et non plus seulement un plan de décarbonation. Donc voilà un peu le constat et ce qu'on va retrouver dans cette, méthodo V2. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du vif, étape par étape de cette méthodo Acte Pas à Pas V2, je vais laisser la parole à Thibault Limon, qui va revenir vraiment sur les grands principes de l'adaptation au changement climatique. Oui, merci Sophie. Bonjour à tous. Oui, donc en effet, on voulait faire un petit détour sur les grands concepts qu'on a essayé de suivre dans l'implémentation de l'adaptation dans cette nouvelle version d'Act Pas à Pas. Et puis, d'où est-ce qu'ils proviennent, hein, et vous verrez que c'est notamment issu d'une longue expérience grâce à TACT, la méthode de l'ADEME pour la cible des collectivités. Donc juste avant, je voulais vous montrer un petit peu la manière dont on articule les, euh, pardon, les concepts clés de l'adaptation. Donc l'adaptation, hein, c'est adapter des enjeux. Donc là, en l'occurrence, un Acte Pas à Pas, ça s'adresse aux organisations et à la chaîne de valeur dans laquelle ces organisations s'insèrent.
à des aléas. Et le concept clé pour permettre de croiser organisation et aléas, c'est bien celui de risque. Donc on entend beaucoup parler des risques climatiques physiques aussi, qui sont donc le résultat, hein, vous voyez à l'écran, du croisement entre l'exposition, c'est ce qui a prise avec le climat au sein des activités de l'organisation et de sa chaîne de valeur, avec donc le croisement de l'exposition avec la vulnérabilité, ce qui est susceptible de subir des dommages parmi ce qui est exposé, et puis avec des aléas et qui, comme on le sait, vont être amenés à évoluer avec le changement climatique. Alors ces évolutions, elles pourront se traduire par des intensités plus fortes, ou alors par des fréquences plus élevées, par des étendues spatiales aussi, des zones qui n'étaient pas soumises à des aléas qui le deviendront. Donc il y a différents types d'effets du changement climatique sur les aléas. Et donc, c'est le concept de risque qui permet d'appréhender la manière dont les organisations sont soumises, exposées, vulnérables à des aléas. Et donc, la vulnérabilité, c'est le résultat du croisement entre une sensibilité et puis des capacités d'adaptation. Voilà. Et donc, une fois la première étape, hein, souvent, du coup, c'est bien de faire un diagnostic des risques climatiques physiques. Qu'est-ce qui est à risque pour moi, organisation, en prenant en compte ma chaîne de valeur? Et une fois qu'on a fait ces diagnostics, il s'agit d'y répondre avec une stratégie qui porte sur les principaux enjeux d'adaptation qui ressortent du diagnostic de risque. Et donc, c'est vraiment sur ce bloc stratégie, hein, Sophie l'a déjà évoqué, mais que Acte Pas à Pas portera. Ce qui veut dire que pour se lancer dans un accompagnement Acte Pas à Pas, mais on en reparlera, il faudra avoir au préalable une vision pour une organisation des principaux risques climatiques auxquels elle est vulnérable. Et puis donc, la stratégie, c'est un petit peu le dernier concept qu'on voit sur cette slide. Elle a pour objectif d'agir sur ces risques, mais elle peut contenir également des maladaptations. Donc, on sera notamment particulièrement vigilant dans l'approche de cette nouvelle méthode pour essayer de faire en sorte que les stratégies d'adaptation disposent le moins possible de maladaptation. Voilà, donc c'était juste un petit peu pour repositionner ce cadre conceptuel, hein, c'est tiré du GIEC, son dernier rapport de l'AR6. Donc Acte Pas à Pas est complètement compatible avec le vocabulaire et la base conceptuelle du GIEC. Voilà. Et donc ça, c'était le constat, le périmètre. Donc les concepts clés et puis le périmètre d'Acte Pas à Pas, quel constat est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, hein, qui pèsent, on le sait, tant sur l'ampleur des impacts du changement climatique, sur l'horizon aussi auquel ils se manifesteront, ou ils peuvent se manifester, et puis sur l'évolution du contexte socio-économique, donc un contexte de forte incertitude qui nécessite de déployer des stratégies qui sont flexibles. Flexibles à la fois dans la manière de choisir, de calibrer et de séquencer des actions d'adaptation dans le temps. Donc c'est un petit peu face à ce constat-là, forte incertitude qui nécessite de la flexibilité que l'ADEME avait déjà choisi il y a près de 10 ans maintenant, hein, quand on a développé TACT, choisi la méthode des trajectoires d'adaptation. Et donc, dans Acte Pas à Pas, on a vraiment décidé de reprendre ce choix méthodologique-là, en s'appuyant sur les avancées méthodologiques issues de TACT et puis l'ensemble des retours d'expérience qu'on a pu récupérer. Alors TACT s'adresse à des territoires, hein, une stratégie territoriale, mais pour autant, on a vraiment pu bénéficier des retours d'expérience pour implémenter cette approche par trajectoire d'adaptation dans Acte Pas à Pas V2. Ce choix-là, il permet aussi de garantir une cohérence conceptuelle forte entre ces deux méthodes, hein, TACT et ACT, pour que ce qu'on soit un territoire ou une entreprise, une organisation, on soit guidé dans l'élaboration d'une stratégie qui répond un peu à un socle conceptuel commun. Et donc ce slide-là, il a juste pour objectif de voir un petit peu l'approche globale en 5 points qui a été implémentée. Ensuite, on verra, hein, quand on déroulera étape par étape par la suite la manière dont ça va se traduire dans Acte Pas à Pas, mais globalement, l'approche par trajectoire. La première étape, hein, on l'a compris, il faut un diagnostic des risques qui sera hors périmètre de Acte Pas à Pas. Et donc, la première étape, c'est de problématiser ce diagnostic-là de manière à identifier vraiment quels sont les enjeux d'adaptation prioritaires pour l'organisation. Donc, cette étape-là, elle est importante, hein, parce qu'elle va vraiment déterminer ce sur quoi l'organisation basera sa stratégie d'adaptation. La deuxième étape, une fois qu'on a identifié ces enjeux d'adaptation prioritaires, ça va être vraiment de comprendre la mesure dans laquelle chacun de ces enjeux, donc ce travail, il faudra le faire pour chacun des enjeux qu'on retiendra, la mesure dans laquelle ils vont être impactés à court, moyen et long terme par l'aggravation des aléas.
Donc, cette aggravation, on va l'appréhender par des niveaux d'impact qui pèsent sur l'enjeu, un niveau d'impact faible, moyen et fort qu'on essaiera de qualifier. On y reviendra. Cette approche en 3 niveaux d'impact, elle permet d'aider l'organisation à se projeter dans le futur et à se confronter à des niveaux d'impact croissants. Troisième étape, une fois que pour chacun des enjeux, on a identifié 3 niveaux d'impact qu'on a qualifiés, définir quelles seront les finalités d'adaptation. On aurait aussi pu appeler ça des objectifs stratégiques d'adaptation pour chacun de ces niveaux d'impact. Ce travail finalement de qualifier ou de déterminer les finalités d'adaptation, c'est ce qui va permettre de déterminer ensuite, in fine, le mode d'adaptation. Est-ce qu'on est plutôt dans une approche réactive ou d'anticipation? Est-ce qu'on est dans une adaptation qu'on pourrait qualifier de réactive, d'incrémentale ou de transformationnelle? Une fois qu'on s'est défini des finalités stratégiques d'adaptation, arrive l'étape de l'élaboration des trajectoires qui sont définies comme le séquencement et l'articulation d'actions d'adaptation cohérentes et progressives qui permettront du coup de répondre aux différentes finalités. Donc là, les mots importants, c'est que ces séquencements, c'est des actions qui vont se succéder dans le temps en fonction du niveau d'impact qu'on a précédemment déterminé. L'articulation, l'idée, c'est bien de se dire qu'une trajectoire d'adaptation, elle articule des actions qui sont cohérentes et qui permettent ensemble de répondre à la finalité d'adaptation. Et puis la progressivité, elle est induite par justement cette approche en niveau d'impact qui permet aussi de pointer d'éventuelles préparations nécessaires avant la mise en œuvre effective d'actions d'adaptation. Et puis la dernière étape dans cette approche par trajectoire, c'est vraiment celle des seuils. Ce n'est pas forcément l'étape la plus évidente, on le verra. Et le seuil, c'est quoi? C'est vraiment ce qui permet d'identifier le passage d'un niveau d'impact à un autre. Et donc, c'est ce qui permettra à l'organisation, dans le pilotage et la mise en œuvre de son plan de transition, d'identifier le passage d'un niveau d'impact à un autre, qui du coup induira le déploiement de nouvelles actions. Voilà, donc je suis allé un petit peu vite, mais l'idée, c'était de voir sur un slide l'approche un peu étape par étape de l'adaptation qu'on est venu implémenter dans Acte Pas à Pas. Et je rends la parole à Colin. Ouais, je vais prendre le contrôle. Merci beaucoup Thibaut. Bon, après ce paragraphe introductif donc, sur les concepts clés de l'adaptation, c'était vraiment important de remettre ça pour que voilà, tout le monde ait un peu ce socle de connaissances pour bien comprendre la suite de cette présentation. On va passer vraiment au cœur du sujet, donc la méthodologie acte pas à pas qu'on a proposée. On va vous présenter chacune des étapes de cette méthodologie. Avant de présenter cette étape, on va reprendre un petit peu quel est le grand objectif de la méthode acte pas à pas. Donc, comme Sophie l'a indiqué, l'idée c'est vraiment d'accompagner les organisations dans la construction de leur stratégie climat, donc qui prend en compte à la fois les volets décarbonation et adaptation au changement climatique. Donc pour cela, on est parti du concept des enjeux. Donc on a défini 3 enjeux différents que l'entreprise va essayer d'identifier et va essayer de répondre à ces enjeux au cours de sa démarche acte pas à pas. Donc on a les enjeux, alors les premiers enjeux qui apparaissent à l'écran sont les enjeux de décarbonation. Donc là, c'est tout ce qu'on considère qui nécessite d'être transformé pour décarboner l'organisation et faire en sorte que cette organisation elle contribue à la décarbonation de l'économie mondiale, donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux énergies fossiles à l'échelle mondiale. Donc voilà, ça peut être aussi bien des leviers de décarbonation directe que plus globalement sa contribution à un modèle bas carbone, à une économie bas carbone à travers ses produits et services qu'elle vend. On a un second type d'enjeux qui sont les enjeux de transition. Donc ça, c'est tous les enjeux qu'il va falloir prendre en compte au cours de la transition bas carbone, donc de l'entreprise, enfin de l'organisation et de l'économie. C'est-à-dire que si on part du postulat que l'économie se décarbone, on va avoir des éléments dans le contexte socio-économique qui vont changer, aussi bien à travers les enjeux sociaux, des habitudes par exemple des consommateurs ou sur le point de vue des consommateurs, que ce soit sur le point de vue réglementaire,
sur les pressions, sur les prix, sur les matériaux, etc. Donc voilà, ça va soulever tout un tas de questions et ces enjeux-là, c'est des enjeux qu'il va falloir prendre en compte au cours de la transition de l'organisation. Et enfin, on a le troisième type d'enjeux qui sont les enjeux d'adaptation. Donc Thibaut en a déjà parlé juste avant, hein, c'est vraiment tout ce qui nécessite d'être adapté afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation dans un monde pour lequel qui évolue dans un contexte climatique changeant. Donc voilà. Donc on a ces concepts des trois enjeux. Encore une fois, l'idée, ça va être de les identifier et d'y répondre. Et d'y répondre à travers le concept de plan de transition. Donc, un plan de transition, qu'est-ce que c'est? On va le détailler juste après chacune de ces briques, mais nous, on considère que c'est vraiment 4 briques élémentaires que sont la vision, feuille de route et trajectoire de décarbonation d'une part, la stratégie climat de l'entreprise, donc qui prend en compte stratégie de décarbonation et trajectoire d'adaptation, la déclinaison en un plan d'action opérationnel et ce qui va englober tout ça, ça va être la gouvernance climatique. Ce plan de transition climatique, il doit s'insérer dans un contexte un peu plus large d'enjeux environnementaux et de stratégie environnementale de l'organisation, donc s'insérer en cohérence et en synergie avec les autres enjeux environnementaux, que ce soit la biodiversité, les ressources, les consommations en eau, la pollution des sols, de l'air, et des eaux, etc. Et encore plus largement, ces enjeux environnementaux s'inscrivent dans un cadre global de stratégie de l'organisation. Et donc, il faut mettre tous ces éléments sur ces enjeux environnementaux et sur cette stratégie environnementale en cohérence et en synergie avec les enjeux économiques, les enjeux de ressources humaines, sociales, santé, sécurité, etc. Donc voilà, c'est vraiment un élément qui fait partie d'un tout plus large, mais qui doit vraiment s'inscrire en cohérence. Donc pour maintenant aller dans le détail des briques élémentaires du plan de transition, donc on a la première brique qui est celle de la vision à la feuille de route et trajectoire de décarbonation. Donc ça, c'est des éléments qui sont plutôt fixés sur le long terme avec des déclinaisons avec des échéances intermédiaires. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des objectifs, des caps à suivre, que l'organisation fasse se fixer au cours de sa démarche. Et donc, ça va englober les trajectoires quantitatives et des finalités donc, de décarbonation et d'adaptation, on en parlera, qui sont un petit peu des éléments plus qualitatifs sur ce vers quoi, enfin, ce que va viser l'organisation sur le long terme et se décliner sur le court moyen terme en intermédiaire. Ensuite, on a la stratégie de décarbonation. Donc là, c'est tous les moyens qui vont être associés à l'atteinte de ces objectifs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs, qui sont inscrits dans la vision et la feuille de route. Donc ça, on va avoir des moyens plutôt à long terme ou à moyen terme. Et donc, ça va se caractériser par des actions structurantes, donc qui sont des grandes actions stratégiques que l'entreprise va mener pour justement remplir ses objectifs. Et puis, côté adaptation, ça va se matérialiser par une trajectoire d'adaptation voilà, que Thibaut va détailler par la suite. Et ensuite, on a aussi un élément très important qui est la prise en compte des dépendances externes. Donc, tous ces éléments sont forcément dépendants de conditions externes, on en parlera un petit peu après, euh, qui conditionnent l'atteinte des objectifs. Et donc, du coup, voilà, c'est important d'avoir ça en tête lorsqu'on construit la stratégie de l'entreprise. Et enfin, donc, pour la déclinaison opérationnelle de cette stratégie, on va avoir le plan d'action, donc là, qui est principalement sur le court à moyen terme, on va dire, mais qui sont vraiment des actions opérationnelles qui découlent de ces actions structurantes. On va avoir des réflexions également sur le financement, sur le déploiement, et vraiment, l'idée, c'est que tout soit clair pour l'entreprise, pour l'organisation sur comment je vais mettre en œuvre les actions que j'ai prévues et également prendre en compte les dépendances externes. Et enfin, donc, on va avoir le sujet de la gouvernance climat, donc là qui est plutôt un sujet de structuration en interne sur rajouter à l'agenda climatique de l'organisation, que ce soit l'instance dirigeante de chacun des métiers au sein de l'organisation, mais l'ajout de ces sujets climat, donc l'idée de vraiment répondre à la question qui fait quoi, tous les combien de temps, avoir des processus d'incitation, de responsabilité pour la mise en place et le bon suivi de ce plan de transition.
Donc voilà pour les concepts. Sans plus tarder, on va attaquer la description du parcours acte pas à pas. Donc, on vous a proposé dans cette méthodologie, dans cette V2 de la méthodologie, un parcours en 6 phases, donc qui sont les 5 grandes phases que vous connaissez déjà hein, de acte pas à pas dans sa version 1, donc situation actuelle, enjeux et défis, vision, stratégie et plan d'action. On n'a pas changé cette structure-là. On a rajouté une phase sur la partie préparation en amont donc qui est une phase qui va avoir pour but de vérifier la partie prérequis et le cadrage de la démarche en amont de la démarche pour vérifier, enfin pour faire en sorte que tout se passe bien au cours de cette démarche. Et ensuite, donc, on détaillera au fur et à mesure des étapes, mais l'idée de la situation actuelle, c'est toujours d'analyser la maturité de l'entreprise au démarrage de la démarche. Dans l'étape d'enjeu, enfin la phase d'enjeu et défi, pardon, l'idée, ça va être d'analyser les 3 types d'enjeux hein, qu'on a mentionnés précédemment et de caractériser les niveaux d'impact pour les enjeux de transition et les enjeux d'adaptation. Pour la vision, l'idée, ça va toujours être de se projeter dans un monde bas carbone, mais pour lequel on a un contexte de changement climatique, donc un climat qui change et auquel il va falloir s'adapter. Et l'idée, ça va être de développer une vision bas carbone et une feuille de route qui vont prendre également en compte les enjeux d'adaptation. Voilà, donc là, on n'a pas fondamentalement changé les objectifs hein, de ces phases. La phase 4, ça va être toujours de planifier la stratégie de décarbonation, mais aussi se définir des trajectoires d'adaptation avec des seuils d'impact pour chacun des enjeux et faire en sorte qu'on ait une cohérence entre ces deux, entre les volets décarbonation et les volets adaptation. Et enfin, dans la phase 5, la construction d'un plan d'action, donc vraiment l'opérationnalisation de toute la stratégie qui a été construite par avant. Donc on a alors là on a remis le déroulé étape par étape, hein, vraiment avec toute la liste des étapes. L'idée c'est pas je ne vais pas vous présenter dès maintenant toutes les étapes, mais sachez que on a mis des petits logos dans la méthodologie parce que chacune des étapes vont toucher alors soit un volet ou soit les deux. Et donc l'idée ça va être de pouvoir identifier sur chacune de ces étapes euh, les volets qui sont couverts par chacune de ces étapes. Donc ça, c'est retranscrit dans la méthodo. Vous ne l'aurez pas forcément dans ces slides-là. Bon, après, on va détailler chacune des étapes, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous repérer par rapport à ce qui est proposé. Donc voilà, je vais pouvoir passer à la présentation. Enfin, je laisse, pardon, Sophie passer à la présentation des premières étapes. Top, merci. Donc là, l'idée, c'est de passer étape par étape, peut-être avant de rentrer, si je peux retenir encore 10 secondes l'attention avant de rentrer dans toutes les étapes, de cette méthodo V2. On rappelle que cette, méthode est pour le moment sous sa version provisoire. On est en cours de consultation publique, donc elle va être amenée à évoluer et peut-être que vous poserez des questions auxquelles on n'a pas encore de réponse 100 claire aujourd'hui, mais c'est aussi un peu le but de cet échange. Donc pour rentrer vraiment dans la phase 0 de préparation et de paramétrage de l'accompagnement, l'objectif premier, c'est de s'assurer que l'organisation parte sur de bonnes bases avec, un bilan de ses émissions GES et un diag de risque à la hauteur, des enjeux de l'activité de l'entreprise. Ça, c'est la première brique et la deuxième brique, c'est, s'assurer que ces données, permettent bien de paramétrer l'accompagnement en interne et donnent un accompagnement qui soit le plus pertinent possible pour l'entreprise. Donc, on rehausse un petit peu les attentes sur les prérequis, mais c'est vraiment, pour partir sur de bonnes bases et être sûr qu'on ait un accompagnement optimal. Donc en effet, si on intègre la donnée, adaptation au changement climatique, dans l'accompagnement, on est obligé de demander en prérequis un diagnostic de risque physique. Dans la méthodologie, en dur, en PDF, vous avez toutes les informations qui permettent de détailler ce qui est un bon diagnostic de risque, ce qui est un bon inventaire GES, donc c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est, souvent les sujets de périmètre. Est-ce que le périmètre est le bon? Est-ce qu'on intègre bien la chaîne de valeur? Donc sur le diagnostic de risque,
risques et les scopes A et B minimum, regarder les aléas climatiques, les projections climatiques, les priorisations des risques. Est-ce que tout ça est bien paramétré dans le diagnostic de risque pour pouvoir partir sur quelque chose de vraiment solide? Et sur l'inventaire GES, on n'a pas évolué nos prérequis, c'est toujours un inventaire, qui utilise un standard, reconnu comme, le bilan carbone en France ou, le GSG protocole, par exemple. Que l'année de référence, ait moins de 2 ans d'ancienneté par rapport au moment où on lance l'accompagnement et que le périmètre du bilan carbone est le même que le périmètre de l'accompagnement pour qu'on soit bien sur, enfin qu'il y ait pas de décalage. Ça, c'est vraiment le prérequis pour du acte pas à pas climat global. On reviendra sur ce sujet-là de prérequis parce qu'en fonction de la manière dont, va être déployé l'accompagnement, il pourra y avoir des petites différences, sur ces sujets de prérequis. Ensuite, dans cette étape, 0, au-delà du prérequis, il y a le sujet du lancement, heu, en interne. Le cadrage et le lancement en interne pour, s'assurer qu'on ait bien identifié les personnes en interne ressources pour, pouvoir dérouler tout l'accompagnement. Donc, quand on met consultant, consultante, c'est plutôt la partie externe qui vient, aider l'entreprise à déployer la démarche, mais il y a aussi, la personne qui sera chef de projet, le sponsor, les membres de l'équipe qui sont ressources et puis, bah, toute autre personne, ressource en interne. Donc ça, c'est bien de pouvoir bien l'identifier dès le début pour pouvoir embarquer toute l'entreprise. L'objectif d'Acte Pas à Pas, c'est pas seulement une consultation externe, c'est s'assurer que, on reparte bien sur un accompagnement qui soit pérenne dans l'entreprise et qui soit poursuivi par la suite. Donc voilà, identification de toutes les personnes ressources, identification du calendrier, du choix du périmètre, et puis enfin, une fois que tout ça est prêt, on peut, se lancer et partir sur, l'accompagnement Acte Pas à Pas et organiser une réunion de lancement avec, l'ensemble des dirigeants, par exemple. Ensuite, on arrive sur la phase, 1. Donc la phase 1 pour, ceux qui sont familiers avec Acte Pas à Pas n'a pas évolué. L'objectif, c'est de faire un 1er diagnostic de la maturité initiale de l'organisation. Donc on vient, poser plein de questions. Là, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est une matrice de maturité qui, en fonction des réponses aux questions, vient donner une position, on va dire, de l'entreprise par rapport à sa maturité climat. Donc là, on repart sur le même principe. C'est une première salve de questions qui seront par la suite reposées dans d'autres, étapes, de la démarche Acte Pas à Pas pour pouvoir bien suivre, ce sujet de progression au fur et à mesure de l'accompagnement. Voilà, suite à cette phase 1, je vais laisser la main à Colin pour partir sur la partie, enjeux et défis, analyse stratégique. Ouais, merci beaucoup Sophie. Hop, je vais pouvoir reprendre le partage. Donc l'idée de cette seconde phase, donc comme ça a été présenté avant, ça va être d'identifier les différents enjeux pour l'organisation. Donc là, on va partir déjà d'un premier élément sur les enjeux de décarbonation. Donc cette étape 2A, elle reprend principalement les éléments de des étapes 2A et 2B de la méthodologie Acte Pas à Pas V1. Donc qui consistait en un travail sur les indicateurs de performance carbone. Donc l'idée de définir pour l'organisation des indicateurs qui soient pertinents pour elle, aussi bien en absolu qu'en intensité. Et après, comme vous avez un exemple à l'écran, mais l'idée c'est de définir des indicateurs soit génériques, soit spécifiques à l'organisation, à ses activités, pour essayer de l'aiguiller un petit peu par la suite déjà pour le suivi, essayer de trouver des indicateurs qui sont intéressants pour le suivi pour elle, pour essayer d'avoir des données qui sont un petit peu plus parlantes, hein. Si elle vend un certain type de produit, ça peut être des données par produit. Si elle a de l'immobilier, par exemple, ça peut être par mètre carré, etc. Donc voilà, trouver des indicateurs qui sont intéressants et aussi des indicateurs pour lesquels il existe des trajectoires de référence sur lesquelles on peut se baser pour se fixer une trajectoire pour l'organisation. Et puis, on va aussi avoir dans cette étape une analyse des émissions verrouillées, donc qui sont les émissions liées aux actifs de l'entreprise ou alors aux produits et services qu'elle vend et qui induisent des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'idée, ça va être, donc, si l'organisation a déjà une trajectoire de référence, de comparer, enfin, une trajectoire, pardon, pas de référence, une trajectoire top-down, donc
de comparer cette trajectoire qu'elle s'est fixée à ses émissions verrouillées, histoire de vérifier voilà, s'il n'y a pas un problème, si les émissions verrouillées sont supérieures sur certaines années aux émissions objectifs, aux émissions cibles liées à la trajectoire. Il va falloir voilà, remédier à ce problème-là. Et puis, si elle n'a pas déjà cette trajectoire de décarbonation de fixée, on va faire simplement l'identification de ces émissions verrouillées et puis ensuite on fera le travail de comparaison une fois que la trajectoire de décarbonation sera fixée. Donc voilà, je passe volontairement assez vite parce que ben, le temps est contraint lors de ce webinaire, mais on vous invite à lire la méthodologie. Le document est disponible hein, sur le lien qu'on vous a envoyé, qui vous permet d'avoir vraiment tout ce détail sur ce qu'on raconte au sein de chaque étape. Donc voilà. Ensuite, pour l'étape 2B, donc l'idée, ça va être d'identifier les enjeux de transition. Donc c'est vraiment tout ce qui va être à prendre en compte au cours de la transition de l'organisation et au cours de la transition de l'économie, enfin vers une économie bas carbone. Pour identifier ces enjeux, l'idée c'est on s'est aligné sur le vocabulaire utilisé côté adaptation, c'est-à-dire utiliser le vocabulaire d'aléa, de segments, de chaîne de valeur, l'évolution temporelle aussi de l'aléa. Et ensuite, donc, le risque de transition, c'est le croisement entre un aléa et l'exposition à cet aléa, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vérifier, de calculer ces risques à travers l'identification des aléas, l'évolution des aléas. Pour identifier ces éléments, on a proposé de se baser sur euh, des scénarios de décarbonation qui illustrent en fait l'état d'une économie, d'une économie décarbonée en 2050, ce qui va permettre d'éclairer sur les types d'aléas qu'il va falloir prendre en compte pour la transition, les aléas de transition, hein, et leur évolution aussi à travers dans leur évolution temporelle. Ce qui va permettre, donc, in fine, de vérifier quels sont les segments de la chaîne de valeur qui sont concernés par ces risques, et puis d'essayer d'identifier les impacts associés, ce qui va permettre de dégager des enjeux de transition associés à chacun de ces éléments. Et donc, ces enjeux qui seront ensuite pris en compte par la suite. Je vais laisser la main à Thibaut ensuite pour les enjeux d'adaptation. Merci. Donc, une fois qu'on a identifié hein, ces enjeux de transition, on fait le même travail pour l'adaptation au changement climatique. Comme on a un diag de risque, ben, l'enjeu, ça va vraiment être de se dire, bon, essayons de dézoomer un peu, de le problématiser pour identifier les grands enjeux, comme on le disait tout à l'heure, hein, qui structureront la stratégie d'adaptation. Donc là, c'était juste à titre illustratif hein, pour illustrer la logique, mais l'idée, c'est que ben, voilà, dans un diag de risque, on va avoir des aléas, on va avoir des risques, on va avoir des impacts potentiels, plus ou moins explicités. L'idée, c'est d'essayer un petit peu de représenter tout ça et puis d'en déduire des grands enjeux sur lesquels devront porter la stratégie. Donc là, c'était un cas d'étude un peu hein, d'une entreprise du tertiaire. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'essayer de se dire, bon, ben, pour les différents enjeux d'adaptation que j'ai identifiés, que j'ai décidé de formuler, hein, c'est un choix aussi la manière dont on les formulera, essayer d'expliciter 3 niveaux d'impact, faible, moyen, fort, comme on le disait tout à l'heure, pour venir montrer qu'il y aura une progressivité dans la stratégie d'adaptation. Donc là, par exemple, sur l'exemple d'un site tertiaire pour lequel on s'intéresse vraiment à l'intégrité fonctionnelle du site, et ben voilà, impact faible, l'entreprise continue de produire sans changement notable, le site reste opérationnel. Impact moyen, il y a des ralentissements qui sont ponctuels, il y a des pertes de performance ou des coûts supplémentaires, et puis ensuite impact fort où le site ne fonctionne plus de manière opérationnelle, panne prolongée, etc. Là, c'est très synthétisé, on peut décrire un petit peu plus aussi, évidemment, le lien entre les risques et les niveaux d'impact. Et ensuite, une fois qu'on a, pour terminer un peu cette phase enjeux et défis, une fois qu'on s'est intéressé à la performance carbone, à l'analyse des enjeux de transition et d'adaptation, il y a une étape de formation de l'instance dirigeante et de mise en place d'une gouvernance climat. Donc dans cette étape, un premier travail de sensibilisation ou de formation hein, sur le climat, l'adaptation et la décarbonation dans son ensemble, et puis ensuite évidemment le partage des résultats sur ces grands enjeux hein, que Hack Pas à Pas ambitionne de pouvoir traiter, adaptation, transition et décarbonation.
plus une explicitation un peu de ce qui permet d'identifier ces enjeux-là. Et puis ensuite, une consolidation dès cette étape-là des rôles pour la suite de la démarche. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on voit sur ce tableau que la mise en œuvre d'une démarche acte pas à pas, ça nécessite d'intégrer des profils assez variés au sein de l'organisation, et puis aussi parfois des parties prenantes externes. Et on verra que c'est sans doute, et surtout, et c'est aussi important pour l'adaptation, puisqu'il y a il s'agit de prendre en compte la manière dans laquelle le territoire dans lequel est implantée l'organisation prévoit ou non de s'adapter, et aussi d'avoir une vision un petit peu des stratégies que ses voisins peut envisager. Thibaut, je crois que tu avais un problème sur le partage des slides, tu n'avais pas pris le contrôle, donc ce qui fait que il n'y a pas eu le défilement des slides. Ah mince, ok, désolé. Bon, donc ce que je vous disais sur les enjeux d'adaptation, c'est ce slide-là que vous voyez à l'écran. Et puis ensuite, ce slide-là, c'était sur l'étape qui consiste à former l'instance dirigeante, à partager les résultats de cette phase sur les grands enjeux, et puis à consolider les rôles de chaque service au sein de l'organisation. Merci beaucoup. Je vais reprendre le contrôle sur donc la phase 3. On va attaquer la phase 3 sur l'étape de fixation des trajectoires top-down de décarbonation. Donc cette étape qui a été initialement au début de la phase 4 a été avancée parce que voilà, on trouvait qu'il y avait plus de logique dans le sens où les horizons temporels couverts par cette étape et puis la logique qu'il y avait derrière était plus intéressante et plus adaptée en phase 3. Et donc l'idée de cette étape, ça a été de préciser, donc fondamentalement, on n'a pas changé ce qu'on voulait que les entreprises, que les organisations travaillent lors de cette étape. L'idée, c'est vraiment qu'elles se fixent des objectifs de décarbonation, donc sous forme d'une trajectoire de décarbonation, donc c'est-à-dire des objectifs déclinés dans le temps avec des objectifs intermédiaires qui sont basés sur des trajectoires de référence, donc qui sont basées sur des études scientifiques qui déclinent les budgets carbone mondiaux pour rester en deçà de 1,5 degré, voire, enfin 2 degrés, voire 1,5 degré. Ce qu'on a fait, c'est plutôt préciser le processus que l'on demande aux organisations de suivre pour la fixation de ces trajectoires-là. Donc très rapidement, c'est le processus en 7 points qu'on a mis sur cette slide, donc définition du périmètre et du niveau de granularité des trajectoires de décarbonation. Ensuite, sélection des trajectoires de référence associées sur lesquelles on va se baser pour faire les calculs. La sélection des années de référence pour chacun de ces scopes ou postes d'émissions afin de bien avoir le point de départ de ces trajectoires. Ensuite, le calcul des trajectoires en absolu avec la méthode ACA pour les organisations. Donc, le fait de repartir de la trajectoire de référence et utiliser un petit peu cette méthode ACA qui est illustrée à l'écran pour se calculer des trajectoires en absolu. Le calcul de trajectoire en intensité avec ou non prise en compte de la croissance ou des croissances prévisionnelles de l'organisation pour avoir une déclinaison donc en intensité avec les indicateurs qui ont été définis en étape de A. Le calcul et la comparaison avec les émissions verrouillées, donc j'en parlais tout à l'heure avec l'étape de A, l'idée ça va être de vérifier que les émissions verrouillées de l'organisation sont bien inférieures aux objectifs qu'elle s'est fixés à travers ces trajectoires de décarbonation. Sinon, ça va indiquer le fait que il va y avoir quelque chose à faire sur les actifs et les produits et services vendus par l'organisation pour essayer de rester en deçà des objectifs. Et ensuite, l'idée, ça va être de dégager des enjeux de décarbonation à partir de cet exercice-là. Je vais passer la main maintenant à Sophie pour cette étape. Oui, merci. Donc 3B, étape de vision. Pour ceux qui sont familiers avec la méthodologie, elle a
pas fondamentalement changé. C'est un exercice donc de projection de l'activité de l'organisation sur du long terme pour développer une vision bas carbone, adaptée au climat changeant et de manière une vision vraiment pérenne de l'activité de l'entreprise avec ces impacts du changement climatique. On a quand même proposé quelque chose d'un peu plus consistant sur cette étape-là, c'est de s'appuyer sur des scénarios prospectifs pour sourcer sa propre projection long terme. Donc on propose d'ailleurs à l'écran quelques scénarios qui sont alignés et avec l'accord de Paris et s'inscrivant dans la TRAC, donc la trajectoire de référence sur l'adaptation au changement climatique. Donc là, on peut voir Transition 2050 qui est développée par l'ADEME. On a des scénarios qui ont été faits par l'Agence internationale de l'énergie ou encore le PTEF du Shift Project qui propose voilà, différents scénarios sur lesquels on peut baser une image de ce que pourrait être l'activité de l'organisation dans un monde en transition. Donc sur l'écran, on revoit 6 questions finalement à se poser en termes de projection long terme. Globalement, quels sont les produits et les services que je vais développer dans un monde changeant? Comment est-ce que je me positionne au sein de ma chaîne de valeur sur ma proposition de business? Quel est mon modèle d'affaires? Est-ce que j'ai bien analysé aussi mes dépendances externes? Donc c'est toutes les dépendances qui peuvent être des leviers comme des freins à l'application de mon plan de transition, des leviers, des freins réglementaires, technologiques, vraiment plein de. Ça peut être aussi plutôt géopolitique, sociologique. Enfin, c'est beaucoup plus élargi que juste le sujet de transition, mais qu'est-ce qui pourrait venir altérer la mise en place de mon plan de transition? Ça, c'est des sujets qu'il faut venir interroger dans sa vision long terme. Donc dans la consultation publique, vous aurez quelques questions dessus sur le contenu de la vision et puis cette approche par analyse et assimilation au scénario de prospective. Donc, si je reprends la main, dans cette étape de vision, hein, si on se souvient bien, on a donc identifié différents enjeux d'adaptation et puis pour chacun d'entre eux, essayer d'identifier différents niveaux d'impact. Et ben, l'enjeu, ça va être de se positionner sur quelle est la finalité d'adaptation que je souhaite fixer à mon organisation. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, hein, une finalité souvent sur les niveaux d'impact faibles, hein, finalement c'est le climat actuel. On constate souvent déjà des impacts. Ben voilà, c'est les natures enfin l'objectif qu'on se fixe est souvent plutôt de nature, hein, être en réaction, mieux gérer dès maintenant les risques face à l'intensification des aléas climatiques et puis progressivement, impact moyen, impact fort, on se positionne sur des finalités d'adaptation qui vont être à moyen terme souvent de nature incrémentale et puis à plus long terme de nature transformationnelle. Je finalise sur cette étape 3C. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir justement avoir une feuille de route climat globale qui intègre la vision, toute la partie dont Thibaut a parlé juste avant sur la partie adaptation au changement climatique et de pouvoir consolider l'ensemble de ces éléments sur une frise chronologique, ce qui permet de structurer vraiment les thématiques sur une même frise qui donne action structurante à court, moyen, long terme sur les sujets adaptation et décarbonation. Voilà pour l'étape 3C et ensuite je transfère vers Colin pour la phase stratégie. Merci Sophie. Hop, petit tour de passe-passe. Je vais attaquer donc sur l'étape de stratégie. Donc là, on entre dans la phase 4 de construction de la stratégie climat de l'organisation. Donc stratégie qui inclut encore une fois les volets décarbonation et les volets adaptation. Donc l'idée dans cette première étape, enfin dans ces deux premières étapes, on a regroupé 4A et 4B. Hein, mais l'idée, ça va être de travailler dans un premier temps sur la partie décarbonation.
Donc l'idée, ça va être de traduire en actions structurantes, donc vraiment des grandes actions macro, moyen à long terme, les finalités de décarbonation qui ont été définies lors de la phase 3, donc dans le travail sur la vision et la feuille de route. Donc l'idée, ça va être d'associer des moyens à tous ces objectifs stratégiques et quantitatifs de décarbonation. Et prendre en compte également les enjeux de transition qui ont été identifiés lors de l'étape 2B. Donc l'idée, ça va être vraiment de compiler tous ces éléments, enjeux de décarbonation, enjeux de transition, pour essayer de donner des moyens et de le décliner de façon temporelle, comme vous pouvez le voir ici, donc d'avoir ces différentes actions structurantes. Et puis ces actions structurantes, l'idée, ça va être intéressant aussi de les agréger par piliers. Alors ces piliers, ça peut prendre différentes formes, ça peut prendre la forme segment de la chaîne de valeur. Ici, c'est ce qu'on a proposé d'illustrer, un intrant, fournisseur, client, métier, etc. Ça peut prendre aussi différentes formes, ça peut prendre les formes de métier, si on veut travailler sur la partie achat, sur la partie R&D, sur la partie autre. Enfin voilà, ça c'est vraiment libre à l'organisation, mais l'idée c'est vraiment de se définir ces actions structurantes et un petit peu d'avoir ces deux formats, à savoir le regroupement en piliers, donc par thématique, et puis la déclinaison temporelle de cette stratégie de décarbonation. Voilà, et ensuite on a la partie quantification des impacts attendus de cette stratégie. Donc l'idée, ça va être de calculer pour chacune de ces actions structurantes les objectifs, enfin les attendus, pardon, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on a proposé une méthode de calcul dans le document méthodologique que je vous invite à aller voir. Mais l'idée, ça va être de comparer donc la trajectoire de décarbonation en rouge que s'était fixée l'organisation lors du travail en étape 3A. Pour rappel, c'était l'étape où on déclinait les trajectoires de référence en une trajectoire pour l'entreprise, une trajectoire top-down. Ici, on calcule ce qu'on appelle une trajectoire bottom-up. Donc, on somme chacune des contributions de chacune des actions structurantes pour vérifier que avec voilà, les horizons temporels associés, on atteint bien, on respecte bien les objectifs. Vous pouvez le voir ici. Donc sur la première partie de la courbe, on atteint bien. Sur cette seconde partie, les objectifs ne sont pas atteints et on va également superposer ça avec les émissions verrouillées, ce qui va permettre de faire vraiment une comparaison de tout ça afin voilà, de vérifier la bonne atteinte de ces objectifs quantitatifs de décarbonation. Maintenant, je vais pouvoir repasser la main à Thibaut pour la présentation des étapes 4C et 4D. Je te laisse prendre le partage. Voilà. C'est fait, j'y ai pensé cette fois-ci. Donc on en est à, pour chacun des enjeux d'adaptation, des finalités d'adaptation par niveau d'impact. Et donc ensuite, je vais aller vite, mais cette étape, elle s'agit vraiment à essayer de positionner des actions structurantes d'adaptation, je ne rentrerai pas en détail dans l'exemple, qui permettent d'atteindre la finalité qu'on s'est fixée. Et donc tout l'intérêt aussi de cette approche par niveau d'impact, c'est de montrer pour quel niveau d'impact ces actions sont pertinentes. Donc on voit que par exemple, les 2 premières actions seraient jugées comme non pertinentes pour des niveaux d'impact forts. Les seuils, ce qui définit le passage d'un niveau d'impact à un autre, permettent aussi d'attraper, d'expliciter en tout cas les limites d'efficacité des actions qu'on envisage. Dès lors alors ça c'est une représentation cartographique, et ce qu'on aime bien faire, ça c'est aussi un retour d'expérience de TAC, mais c'est faire apparaître les actions qui nécessitent une anticipation en pointillé, pour dire qu'on juge nécessaire d'activer cette action pour un niveau d'impact, par exemple moyen, comme on le voit à l'écran, et ben, ça nécessitera une préparation dès maintenant. Donc voilà, il y a cette phase de constitution de trajectoire d'adaptation, identifier des actions d'adaptation et puis ensuite leur articulation et leur séquencement de manière cohérente. Et puis l'étape qui suit, c'est celle des seuils. Comment est-ce qu'on sait lorsque l'on passe d'un niveau d'impact à un autre?
Ce travail sur les seuils, c'est pas toujours le plus évident, mais il nous semble important. Il y a différentes approches qu'on peut préconiser et différents types d'indicateurs qui peuvent être envisagés. Tout ça est détaillé dans la méthode. Mais l'idée, c'est bien d'essayer collectivement de se mettre d'accord sur un indicateur qui peut être composite d'ailleurs, hein, mais qui nous permettra d'identifier le passage d'un seuil et qui du coup déclenchera toute une nouvelle batterie d'actions à mettre en œuvre. Sophie, je te rends Ouais, la main. je prends la suite. Alors, cette étape est nouvelle. On a considéré que comme on ajoutait, la partie vraiment, adaptation au changement climatique dans la stratégie, l'objectif sur cette étape-là, c'est de rassembler, le sujet atténuation et adaptation dans une seule et même stratégie climat globale. J'espère que la définition de l'image est est suffisante pour pouvoir la lire, mais sinon, n'hésitez pas à consulter le PDF. L'objectif là, c'est d'avoir, vraiment sa stratégie climat avec les finalités, donc l'objectif, en dessous de décarbonation et puis on voit en bas à gauche, ce qu'on appelle les trajectoires d'adaptation et en bas à droite, plutôt les grands piliers stratégiques, plutôt sur la partie décarbonation. Donc c'est pour pouvoir, voilà, avoir une stratégie globale et ne pas travailler en silo. Et enfin pour finir cette étape, cette phase 4, de stratégie, l'étape 4F, ici c'est plutôt de la consolidation de la gouvernance climat. Donc vraiment définir la gouvernance, qui pilote, qui contribue et à quel moment. C'est vraiment très important de pouvoir, constituer ça, à ce moment-là pour pouvoir, avoir quelque chose d'opérationnel et qui est repris par la suite. Et à la fin, évidemment, de cette, phase, il y a le sujet de l'engagement de l'instance dirigeante. Donc l'instance dirigeante s'engage formellement à mettre en place, la stratégie climat qui a été définie dans toute la phase, 4 de Acte pas à pas. Je passe la main à Colin pour passer sur la dernière phase, de plan d'action. Merci Sophie. Hop, et je vais passer donc sur la phase 5 de construction du plan d'action. Donc pour les premières étapes de cette phase-ci, globalement, enfin fondamentalement, on n'a pas changé par rapport à la méthodologie dans sa version 1. L'idée, c'est plutôt d'avoir précisé les éléments qu'on attendait, essayer de distinguer en sous-étapes, voilà, comment bien construire un plan d'action climat en repartant, hein, des actions structurantes qu'on avait définies précédemment. En repartant de la trajectoire d'adaptation également, donc de toutes ces actions structurantes. Donc l'idée, c'est de vérifier, hein, qu'on a bien une couverture par la liste d'actions opérationnelles de toutes les actions structurantes. Donc vérifier un petit peu l'adéquation entre ces deux éléments, essayer de caractériser chacune de ces actions, donc ce qui était déjà fait, hein, voilà, mais l'idée, ça a été plutôt de préciser ce processus-là, et puis sélectionner les actions opérationnelles, les prioriser par impact, par coût, par durée d'implémentation, etc. Voilà, ça c'est à l'entreprise de voir par rapport à ça, mais voilà, on a plutôt essayé de détailler un petit peu le processus que pouvaient suivre les organisations dans la construction. Et ensuite, comme je disais, la vérification de l'ambition des actions et la couverture des actions, donc de ce plan d'action, enfin la couverture, pardon, de la stratégie par ce plan d'action. Et puis essayer de vérifier en fait un niveau d'adéquation potentiel de ce plan d'action. Donc c'est-à-dire de vérifier est-ce que ce plan d'action permet bien de couvrir toutes les actions structurantes que sont été fixées, toutes les finalités également, hein, sur la partie court terme. Donc voilà, essayer de vérifier tout ça. Et si on a des manques qui sont constatés, l'idée c'est soit de consolider, hein, essayer de revenir sur ces parties-là, ou alors d'identifier quels sont ces manques très clairement, essayer de justifier et de voir, voilà, pour un prochain exercice d'actualisation de son plan de transition, pouvoir essayer d'identifier les sujets prioritaires à considérer par la suite. Voilà, maintenant on va rentrer dans les nouvelles étapes de cette phase, qui sont les étapes de financement et assurance et définition des processus de mise en œuvre, suivi et révision. Donc ces étapes, globalement, c'est des étapes qui nous semblaient assez indispensables, dans le sens où, pour beaucoup d'organisations, c'était un peu difficile, à la suite d'un accompagnement acte pas à pas, de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y avait des freins qui étaient principalement ces freins, des freins du côté financier,
qui était, en fait, on n'a pas forcément, enfin, les organisations nous témoignaient le fait qu'elles n'avaient pas forcément identifié de sources de financement potentielles, que c'était vraiment, enfin, la mise en œuvre de leur plan d'action était conditionnée à l'obtention potentiellement de subventions ou l'idée de, voilà, d'avoir des financements qui sont suffisants, qui soient internes ou externes, qui soient suffisants pour ce plan d'action-là. Donc l'idée, ça va être vraiment de poser les bases d'un financement de plan d'action, donc essayer d'assurer la faisabilité financière de ce plan d'action. Donc on a mis différentes sources de financement possibles, des ressources qui sont accessibles pour les organisations. L'idée, c'est de pouvoir identifier quels sont les types de financement qui pourraient voilà, intéresser l'organisation, potentiellement travailler aussi sur la mise en place d'un système de tarification interne du carbone qui peut être un levier pour permettre le financement d'un plan d'action. Et puis aussi travailler donc plutôt sur le volet adaptation ici, sur analyser l'état actuel de la couverture assurantielle. Donc là, c'est vraiment gérer d'un point de vue, gérer tous les aléas, enfin tous les risques physiques climatiques sous l'aspect de la couverture assurantielle pour essayer de vérifier que voilà, on a bien pris en compte tous les risques qu'on a identifiés à travers cette couverture assurantielle et initier des discussions avec les assurances justement pour travailler sur ce volet-là, voilà, et essayer de minimiser les risques pour l'organisation. Maintenant, pour la partie, donc la dernière étape clé de cette phase 5, c'est la définition des processus mis en œuvre, des processus de mise en œuvre, pardon, suivi et révision du plan de transition. L'idée, c'est un deuxième frein à la mise en œuvre du plan de transition était le fait que on n'était pas encore au clair sur qui fait quoi, comment, à quelle fréquence on révise le plan d'action, qui suit, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir toute cette partie qui soit traitée en amont hein, du lancement de ce plan de transition pour essayer de répondre à toutes ces questions, essayer de lever les zones d'ombre. Pour faire en sorte que voilà, tout se passe bien lors de la mise en œuvre et du suivi de ce plan de transition, et puis ensuite qu'on puisse travailler également sur la partie voilà, évaluation de la performance de ce plan de transition, même anticiper la partie communication et la partie révision et correction de ce plan de transition. Donc l'idée, hein, vous la représentez ici, c'est vraiment une boucle. Un plan de transition, c'est quelque chose qui vit, qui doit évoluer à travers le temps en fonction voilà, de l'atteinte ou de la non-atteinte des objectifs, en fonction du calendrier de l'organisation, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de prévoir ce cycle avant la fin d'une démarche acte pas à pas pour faire en sorte que voilà, on a le plus grand, enfin, on met toutes nos chances de notre côté pour faire en sorte que ce plan de transition soit mené à bien. Donc voilà pour toutes les étapes. Alors on est désolé, hein, c'était vraiment dense. L'idée, c'était vraiment de passer sur chacune des étapes euh, pour vous expliquer, vous détailler un petit peu la démarche acte pas à pas qu'on a proposée dans cette V2. On va vous expliquer, enfin vous parler d'un dernier élément qu'on n'a pas abordé, qui sont les parcours et les niveaux d'ambition. Mais encore une fois, donc si voilà, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et sinon, tous les processus, toutes les étapes qu'on a traitées juste avant sont décrites dans le document méthodologique. Notre but, ça a été d'être les plus exhaustifs possibles pour essayer de faire en sorte que voilà, il n'y ait pas trop de zones d'ombre qui demeurent dans cette méthodologie. Voilà, maintenant je vais laisser Thibaut prendre la parole sur la partie parcours et niveau d'ambition. Merci Colin, on approche de la fin. Donc, comme on l'a dit un peu en introduction, il y a différents parcours qui sont rendus possibles par le fait que dans chaque étape, il y a différents niveaux d'ambition qui sont proposés. Alors parfois, il y a certaines étapes où où les niveaux minimum, intermédiaire et maximum sont les mêmes, mais dans la majorité des étapes, on est venu implémenter des exigences, des attendus différentes, avec 3 niveaux, minimum, intermédiaire et maximum. Donc si on prend un exemple, par exemple, pour l'étape 3 qui est relative aux trajectoires de décarbonation, un niveau minimum pourrait avoir des attendus sur les émissions absolues ou l'intensité à prendre en compte, sur le ou les horizons temporels, sur l'ambition de la trajectoire, qui diffèrent
du niveau intermédiaire ou du niveau maximum. Au niveau minimum, par exemple, on demanderait de considérer l'horizon temporel de 2050. Dans le niveau maximum, on demanderait un horizon temporel de 2050 avec des pas de temps inférieurs à 5 ans, inférieurs ou égal à 5 ans. Voilà. Donc, vous avez compris la logique. Il y a une structure méthodologique étape par étape et ensuite des niveaux d'attendus qui sont différents. Et donc, du coup, ces différents niveaux d'ambition permettent de venir élaborer des parcours. Donc, il y a 4 parcours dans la version actuelle que nous, on pense pertinents, que vous voyez à l'écran. Le parcours qu'on a appelé climat approfondi, d'ailleurs, vous pourrez vous exprimer aussi si vous avez des idées de noms plus intéressants, mais en tout cas, un climat approfondi, un parcours climat approfondi qui pourrait consister à suivre l'ensemble de l'approche avec des niveaux intermédiaires ou maximum pour la décarbonation et pour l'adaptation. Un parcours décarbonation résiliente, où là, l'idée, c'est vraiment de mettre le focus principalement sur la décarbonation avec des niveaux intermédiaires au maximum, mais avec un minimum adaptation. L'idée, c'est d'aboutir à une stratégie de décarbonation qui est adaptée. Tout ce qu'on envisage de réaliser pour se décarboner prend en compte les conditions climatiques futures. Et puis, il y a un petit peu son miroir, adaptation bas carbone, qui consiste à se dire, nous, on veut s'intéresser principalement aux enjeux d'adaptation, mais pour autant, il faut qu'on le fasse dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, ce qu'on a appelé le patch adaptation pour toutes les entreprises qui auraient déjà fait un acte pas à pas ou qui auraient déjà une stratégie, un plan de transition sur le volet décarbonation. Évidemment, l'idée, c'est pas de leur faire refaire l'ensemble du parcours s'ils souhaitent aborder l'adaptation, mais bien de venir suivre le parcours adaptation tout en consolidant leur stratégie de décarbonation existante. Voilà donc les 4 parcours avec les niveaux d'ambition qui seraient nécessaires. On formule des recommandations dans la méthodologie sur les organisations qui, selon nous, ne devraient pas aller sur des niveaux minimum en adaptation. Donc vous verrez qu'on a préciblé notamment les organisations du secteur primaire, des organisations aussi qui peuvent être gestionnaires de réseaux critiques, énergie, eau, transport, télécom, etc. Donc on a essayé de précibler des organisations pour lesquelles nous on pense à l'ADEME et on recommande fortement, dans tous les cas, de prendre au moins un niveau intermédiaire sur l'adaptation. Alors un petit zoom sur le patch adaptation et la décarbonation des résilientes, qui sont donc 2 parcours qui nécessitent, en fonction des cas, des prérequis un peu adaptés. Patch adaptation, on l'a vu, c'est un parcours qui nécessite d'avoir un plan de transition sur son volet décarbonation. Donc, il y a des prérequis du coup qui sont spécifiques au plan de transition, qui portent sur l'inventaire GES sur lequel il a été bâti, sur la gouvernance, les risques et opportunités, etc. Je ne détaille pas. Évidemment, comme le patch adaptation, l'ambition c'est de traiter de manière poussée l'adaptation, il conviendra d'avoir un diagnostic de risque physique qui répond aux prérequis les plus poussés. À l'autre extrémité, décarbonation résiliente, les prérequis sont moins poussés. Donc les mêmes items de prérequis doivent être couverts, mais pour chacun de ces items, les attendus sont plus faibles. C'est typiquement un parcours pour lequel un autodiagnostic pourra, s'il a été fait de manière sérieuse, convenir. Et puis, je crois que c'est un des derniers slides, une estimation en termes de nombre de jours. Là, je rends la main à Sophie. Je savais pas si tu allais me donner la parole. Pour finaliser, cette slide-là, en effet, elle donne tout à droite une première indication sur le nombre de jours qu'on estime nécessaire pour déployer les différents parcours en fonction donc de leur niveau de profondeur sur la thématique adaptation ou atténuation. Et puis sur les 2 colonnes du milieu, on a essayé de préciser vraiment l'objectif de ces parcours. Donc le parcours climat approfondi, c'est vraiment de construire un plan de transition climat global. La décarbonation résiliente sur le niveau adaptation, elle va être un petit peu plus légère. C'est plutôt la décarbonation qui sera prégnante dans ce parcours-là. Ce qui veut dire que côté adaptation, l'analyse stratégique sera plus légère, qu'on n'aura pas de trajectoire d'adaptation comme on l'a présenté juste avant, et que dans la stratégie climat, évidemment, il y aura moins de détails sur l'adaptation au changement climatique avec pas d'identification de seuil d'impact.
Sur le parcours adaptation bas carbone, là, c'est plutôt, la décarbonation qui est moins forte que l'adaptation. Donc sur le plan décarbonation, on vient, faire une analyse stratégique, sur, les enjeux de décarbonation, mais elle est quand même plus resserrée que sur un autre parcours. En termes de vision et sur la trajectoire, on va définir une trajectoire de décarbonation, mais elle sera seulement en absolu, sur, les scopes 1 et 2, puis sur le scope 3. Et puis sur le sujet de la stratégie climat, on va vraiment plutôt nommer les actions de décarbonation structurantes, vraiment les plus importantes, sans rentrer trop dans le détail. Et enfin sur le patch adaptation, là l'idée c'est de passer d'un plan de décarbonation à un plan de transition climat, global. Donc évidemment, on n'est que sur de l'adaptation et pas sur de la décarbonation. Je n'ai pas pris le contrôle, donc je ne peux pas passer ma slide. Voilà, c'est important de passer celle-là. On est à 15h10, donc on a une petite vingtaine de minutes pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas à les reposer, n'hésitez pas à consulter tous les documents qui sont à disposition parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Hem Mais voilà, on se garde un petit peu de temps et je vois que Laurane réapparaît pour nous aider. Oui, oui, merci beaucoup pour vos interventions. C'était super clair, super riche. Merci aussi et surtout pour le travail qui a été réalisé, qui est conséquent. Donc, justement, on est vraiment preneur de vos retours. Donc, à la fin du webinaire, si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller répondre à la consultation publique. On a déjà mis le lien dans la conversation, mais on pourra le remettre à plusieurs reprises encore pour que vous l'ayez bien en tête. Alors au niveau des questions, j'ai l'impression qu'on y a plutôt répondu au fur et à mesure, donc je regarde en même temps. Il y a peut-être des questions qu'on peut quand même redire à l'oral pour les personnes qui n'écouteraient que le webinaire un peu en mode podcast. Notamment une question donc, sur les émissions verrouillées. Donc, dans la V2, les émissions verrouillées sont conseillées si pertinent. Dans quel cas est-ce que ce n'est pas pertinent? Et quel est notre niveau de recommandation pour pousser et calculer les émissions verrouillées? Est-ce que l'étape est considérée comme facultative? Et Colin, tu avais déjà apporté une réponse, mais si tu veux préciser peut-être à l'oral pour ceux qui nous écouteraient plus tard. Ouais, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, en effet, en fait, on a mis cette enfin, ce laïus, hein, c'est conseillé si pertinent. En fait, les émissions verrouillées, le concept d'émissions verrouillées, il est pertinent pour toutes les organisations qui ont des actifs, qui ont des immobilisations. Ça peut être des bâtiments, du matériel avec amortissement comptable long, des véhicules, etc., qui vont engendrer des émissions de gaz à effet de serre lors de leur durée de vie. Donc que ce soit avec la consommation énergétique des bâtiments, du matériel, la consommation énergétique des véhicules, etc. Ça peut être aussi les émissions verrouillées liées aux produits et services vendus par l'organisation. Et donc, dans tous ces cas-ci, c'est pertinent pour les organisations de calculer ces émissions verrouillées et donc cette étape sera effectuée par l'organisation pour celle-ci. Merci Colin. On a une autre question. Étant donné que Act se positionne à l'échelle de l'entreprise, admettons que l'entreprise dispose de 3-4 sites à enjeu fort, le prérequis serait donc, en suivant soit Okara ou Okara pour PME, de faire les 3 à 4 diag. Ouais, ça c'est pour moi plutôt. En effet, hein, on vient préciser un petit peu dans les prérequis qu'il faut que les principaux sites, en tout cas ceux pour lesquels il y a des forts enjeux d'adaptation, soient pris en compte dans l'accompagnement. Donc si là, il ressort qu'il y a 3-4 sites à fort enjeu, par exemple pour une organisation qu'on aurait une quinzaine, il faudra effectivement que pour ces 3-4 sites, les prérequis soient remplis. La méthode peut être celle d'Okara, hein, ça peut aussi être basé sur des méthodes non publiques. Mais en tout cas, il faudra qu'effectivement les prérequis remplis couvrent les sites à fort enjeu. Merci Thibaut. Je regarde en parallèle. On nous demandait donc des précisions sur le tableau que tu as présenté juste avant, Sophie, sur la partie jour, estimation de jours pour chaque parcours. On nous demandait si c'était pour l'ensemble de l'équipe, le chargé de projet, le consultant. Et je vois qu'il y a une réponse qui a été apportée, mais si tu veux redire à l'oral, probablement que certains seront Oui. preneurs.
Oui, oui, on est bien sur l'accompagnement externe, donc l'accompagnement consultant. En termes de nombre de jours en interne, ce sera au moins équivalent pour la personne qui est en chargée de projet. Et puis, par contre, plus léger pour les sponsors ou les membres internes qui sont mobilisés à certains moments au fur et à mesure de l'accompagnement. Mais en effet, la quantification du nombre de jours, c'est bien sur l'accompagnement externe. Peut-être par rapport à du coup ce qui a été présenté, si Sophie, tu peux revenir sur la slide juste avant par rapport aux chiffres. Il y a eu la Ouais. question dans le chat sur l'estimation actuelle d'Acte Pas à Pas. Dans la V1, on estimait un accompagnement Acte Pas à Pas, donc uniquement sur le volet décarbonation, entre 20 et 30 jours. Il faut savoir que ces estimations ici qui vous sont affichées, on a essayé de sommer, enfin en fait on a essayé de faire ces estimations pour chacune des étapes pour répondre au niveau d'ambition minimum sur chacune des étapes. Et donc pour ces étapes-là, voilà, on a fait le nombre de jours, donc ce qui engendre, voilà, enfin, en agrégeant, ce qui engendre ces jours, enfin les chiffres qui vous sont présentés juste ici. Donc, voilà, on peut le voir hein, pour le décarbonation résiliente où on a rajouté l'enjeu, enfin les enjeux adaptation, mais de manière enfin voilà, de manière plus sommaire. On essaye, enfin on est toujours dans le périmètre, enfin qu'on avait un petit peu le la enfin, ouais, la branche, enfin, j'ai pas le terme, mais en gros le range, j'ai pas du tout le terme, mais le range sur lequel on avait, enfin, qu'on annonçait avant sur Acte Pas à Pas, par contre, on a un petit peu rajouté un nombre enfin, plus important de jours sur les parties climat approfondi, adaptation bas carbone, dans le sens où, voilà, rajouter tout le volet adaptation, pardon, augmente le nombre de jours. Maintenant, on a essayé de faire en sorte que ce nombre de jours-là soit quand même inférieur à si l'organisation était amenée à faire deux démarches distinctes pour construire une stratégie de décarbonation d'un côté et une stratégie d'adaptation de l'autre. Maintenant, n'hésitez pas dans la consultation publique à nous faire des retours sur nos estimations de nombre de jours. Encore une fois, c'est une estimation, c'est pas figé. Il va falloir aussi comparer en pratique ce que ça donne. Mais voilà, l'idée, c'était plutôt de vous informer là-dessus pour essayer d'avoir un ordre d'idée. Merci Colin. Une autre question, est-ce que les étapes sont autonomes, peuvent-elles être, pardon, faites individuellement? Alors, on a vraiment conçu la méthodologie comme un parcours où il y a vraiment une logique derrière chacune des étapes. Vous le retrouverez dans la méthodologie, dans le document PDF. Enfin, on a pour chacune des étapes les éléments demandés en entrée pour l'étape et les livrables. Donc vraiment, il y a une certaine, enfin, il y a une certaine logique à suivre les étapes dans l'ordre. Et nous, on estime vraiment que pour construire un plan de transition, c'est nécessaire de passer par toutes ces étapes de manière plus ou moins approfondie. Donc ça, vous le retrouverez à travers le concept des niveaux d'ambition. Mais vraiment, c'est important de faire toutes ces étapes pour avoir un plan de transition qui soit complet. Merci Colin, c'est très clair. Une autre question, est-ce que les éléments présentés en juin 2025 sont compatibles et restent tous pertinents avec la V2 de Acte Pas à Pas? Avec une précision, donc je pense à l'onglet chaîne de valeur de la boîte à outils stratégiques, à l'outil de priorisation du plan d'action, au rationnel, etc. Oui, alors en effet, enfin, toute la V2 a été vue dans ce gros cadre CSRD qui s'intègre aussi à l'adaptation. Donc en effet, tout ce qui est lié à l'analyse stratégique, à l'identification de la chaîne de valeur, il y avait aussi des données, précision des données purement carbone qui sont demandées dans le cadre du reporting CSRD. On a aussi bien renforcé la gouvernance. Toutes ces évolutions-là, finalement, elles viennent plutôt de ce qui est demandé dans le SRSE1 sur le changement climatique du grand cadre européen CSRD. Et ça reste tout à fait pertinent avec l'adaptation au changement climatique.
Pour information, j'ai remis dans le chat aussi les différentes références parce que là, on parle un peu entre initiés, CSRD, Act, mais on avait fait un mapping de toutes les données, donc les data points qui sont demandés dans le SRS E1 de la CSRD versus qu'est-ce qui est demandé dans Acte Pas à Pas, ce qui permet de voir comment Acte Pas à Pas peut venir aider sur certains aspects à construire le fond de ce qui est demandé dans le cadre du reporting CSRD. Donc là, vous avez un article qui est disponible sur le site Act Initiative qui vous permet de retrouver ce mapping-là. Et puis, on avait fait un webinaire de présentation de toutes les évolutions méthodologiques qu'on a fait côté Acte Pas à Pas, dans les outils, dans la méthode, pour aider encore un petit peu plus les entreprises à s'outiller et à construire vraiment leur transition pour pouvoir répondre à cette exigence européenne. Donc, vous pouvez retrouver ça dans les commentaires. Et en effet, il manque quand même une information, c'est toute la partie adaptation de l'ESRS E1, qui constitue, je pense, à peu près un tiers des données qui sont demandées dans cette ESRS. Là, pour le moment, on n'a pas refait le mapping avec les données adaptation, donc on aura un petit peu de travail à faire dessus. Merci Sophie. J'ai l'impression qu'on a fait le tour globalement des questions qui avaient été posées. On pourra peut-être remettre une petite slide supplémentaire. Vous verrez à la fin de la présentation, il y a quelques slides qu'on a ajoutés en annexe et on pourra peut-être remettre les questions qui ont été posées dans le chat avec les réponses. Comme ça, on pourra les retrouver assez facilement. Vous pourrez les consulter donc sur la page que Sophie a mis dans le chat. Sophie, tu veux réagir? Oui, je lève la main. Je pense qu'il y a une question qui a été posée dans le chat, à laquelle j'ai pas répondu par écrit parce que je pense que c'est important de répondre à l'oral. C'est, la complexité et on en est bien conscient ou en tout cas le fait qu'on demande aussi à nos consultants qui sont formés sur la décarbonation, finalement d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans leurs accompagnements. On sait bien que l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment une expertise à part entière et que ça va demander vraiment une montée en compétences et voilà, un investissement assez important. Donc en effet, pour une période transitoire qu'on n'a pas forcément en tête, on acceptera d'avoir des binômes de consultants sur des accompagnements Acte Pas à Pas. Donc tout ça, c'est des choses qui vont se caler au fur et à mesure, mais il y aura bien cette possibilité de pouvoir avoir une double compétence pour pouvoir quand même déployer l'offre. Merci Sophie. Effectivement, c'était important de le préciser à l'oral. Je vois une question aussi sur les subventions. Donc, on en a parlé en début de webinaire, mais on ne traitera pas aujourd'hui ces sujets. Donc, subventions, offre de formation, offre de licence. Là, on est vraiment focus sur la partie méthodologique. Donc, on vous tiendra informé dès qu'on aura plus d'informations et dès qu'on aura construit en fait toute l'offre qui accompagnera donc la nouvelle méthodologie. Donc, tenez-vous informés sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Globalement, vous trouverez toutes les informations, toutes les actualités à chaque fois sur notre site internet ou sur notre page LinkedIn sur Act. On parle encore d'échéance. Alors, on l'a dit à plusieurs Ouais. reprises, mais effectivement, ça dépend de l'arrivée de chacun. Donc, on peut peut-être préciser euh, les Ouais, échéances. ouais, alors du coup la question, je la lis à l'oral, hein. Quelles sont les échéances prévues pour l'entrée en vigueur officielle de cette V2, s'il vous plaît? Donc l'idée, hein, vous l'avez compris, on vient de finaliser vraiment récemment, hein, cette V2 de Acte Pas à Pas, de Acte Pas à Pas. L'idée maintenant, c'est vraiment de proposer cette consultation publique, hein. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est vraiment pour cette raison-là. On essaye de collecter vos retours que vous pourriez avoir sur cette méthodologie, aussi bien sur la démarche que sur la façon dont ça a été rédigé dans le PDF, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire ces retours. On le rappelle, la consultation publique est ouverte jusqu'au 13 février. Vous avez tous les liens disponibles, que ce soit au début de cette présentation ou ça vous a été mis dans le chat. Donc voilà, vous pouvez répondre à toutes ces questions. Maintenant, une fois que la consultation publique sera finie, nous, on va prendre un temps pour voilà, prendre en compte vos retours, retravailler éventuellement la méthodologie avec vos différents points.
Et à partir de ce moment-là, on va essayer de stabiliser une version définitive, entre guillemets, de la V2 d'Acte Pas à Pas, qui sera publiée, qui sera mise en ligne. Et évidemment, voilà, il y aura pas, on va pas remplacer enfin, voilà, très prochainement la V1 par la V2 et imposer directement que toutes les démarches Acte Pas à Pas soient désormais effectuées avec la V2. On va essayer de proposer une période de transition, notamment pour assurer la montée en compétences, que ce soit des consultants ou des entreprises sur ces sujets-là. Donc, ça va toucher à tout le sujet des formations. Bon, voilà, on n'a pas encore d'informations à vous communiquer par rapport à ça. On est encore en cours de travail de ce côté-là. Pareil, on a eu la question des subventions. On n'a pas encore de réponse par rapport à ça. Et puis, il va y avoir la question des outils enfin, également pour, voilà, il faut vraiment qu'on assure toute l'opérationnalisation avant de pouvoir imposer cette V2 comme version à utiliser par les organisations. Donc voilà pour toutes les échéances. Voilà. Désolé, on ne peut pas vous annoncer toutes ces infos parce que tout simplement, on ne les a pas encore. Mais on vous tiendra au courant au fur et à mesure de nos avancées. On vous dira, on vous tiendra au courant sur le calendrier. Oui, merci Colin. Je cherche en parallèle le lien vers notre page LinkedIn pour la mettre donc dans le chat pour ceux qui ne nous suivraient pas. Mais vraiment, c'est le meilleur moyen de vous tenir informé, de nous suivre sur LinkedIn. Donc c'est le petit instant promotion, mais c'est vraiment plutôt pour vous. Hop, je vous le mets tout de suite dans le chat. Sophie, ouais, vas-y, Puis, le temps les je autres relève ma questions. main. Non, dernière information, parce que je ne crois pas qu'on l'ait dit au tout début, mais la consultation publique, il y a un certain nombre de questions. Elles ne sont vraiment pas toutes obligatoires. On ne demande pas à ce qu'il y ait des réponses obligatoires à chaque fois. C'est fait exprès pour que, même si vous pensez ne pouvoir pas répondre à toutes les questions, vous puissiez quand même en sélectionner quelques-unes pour répondre. Donc vraiment, même si vous répondez à 3 questions, c'est déjà 3 questions, on prend et on est très content de pouvoir avoir des retours de votre part. Donc n'hésitez pas à regarder et à répondre à quelques questions seulement si c'est le temps que vous avez à y dédier. Et je vois qu'on a le lien LinkedIn, donc tout va bien. Oui, oui, du coup, c'est bon. Je l'ai mis dans le chat et on parle encore de coûts, je vois, de coûts de la démarche. Ça, c'est très variable. En fait, tout dépend de plein de paramètres. Donc, on ne donne jamais vraiment d'estimation donc de coût d'une démarche. Subvention, du coup, on a évoqué le sujet. Je rebalaye très rapidement, désolée. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, sinon, c'est l'occasion de reposer vos dernières questions si vous en avez. Et si pas plus de questions, on pourra sinon clôturer le webinaire avec un petit peu d'avance, ce qui est assez rare dans notre cas. Donc n'hésitez pas à une petite question. Quid du diag proposé par la CCI? Alors, je crois que c'est relié à une question qui est arrivée plus haut. Oui, alors de mémoire, c'est vrai que j'avais oublié cette question. Alors, de mémoire, ça concerne le diag plutôt sur la partie comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, dans la méthodologie, donc dans l'étape 0A de vérification des prérequis, on a mis un certain nombre de critères que l'on souhaite que ces inventaires d'émissions de gaz à effet de serre remplissent. Donc, en fait, certains critères sur la qualité de l'exercice. Alors, pour être honnête, je connais mal le diag proposé par la CCI, mais l'idée, ça va être de pouvoir regarder en sortie de ce diag si tous les critères sont remplis par l'organisation. Et donc, enfin, de toute façon, tous les critères sont disponibles dans la méthodologie. Donc, dès à présent, une organisation peut regarder si elle les couvre bien. Et puis, nous, notre idée, enfin, le travail qu'on essaye de faire, il y a eu la question tout à l'heure, hein, c'est le lien qu'on a avec la méthodologie bilan carbone. On travaille et on va continuer à travailler avec l'ABC pour essayer de garder une certaine cohérence entre nos méthodologies, notamment voilà, faire en sorte que
que ces deux parcours puissent se suivre et donc faire en sorte que la méthodologie bilan carbone puisse permettre d'avoir un niveau suffisant pour intégrer un parcours, une démarche acte pas à pas. Merci Colin. Simon, tu voulais réagir? Oui, je crois que la méthode de la CCI qui est évoquée, c'est celle l'évaluation carbone simplifiée, qui s'appelle LISE ou LISE, je ne sais pas trop comment ça se dit, et c'est vraiment un premier diag qui porte uniquement sur le scope 1 et 2. Donc effectivement, c'est pas suffisant pour se lancer dans une démarche acte pas à pas, enfin, en tout cas nous selon les critères qu'on demande pour l'entreprise avant de se lancer dans la démarche, mais c'est plutôt conçu comme étant on va dire une première approche, première étape pour des PME qui ont peut-être plus de difficultés à aller sur un bilan des émissions de gaz à effet de serre complet sur les 3 scopes. Et donc effectivement insuffisant pour démarrer vraiment la construction d'un plan de transition sur la base de cette première évaluation. Merci Simon. Et une dernière question du coup qui vient d'arriver dans le chat. C'est l'ADEME qui évaluera si les prérequis sont bien là, oui ou non. Alors, cette étape, je pense qu'il faut bien distinguer ce qui ressort ce qui tient de la méthodologie acte pas à pas, de la démarche acte pas à pas, et de ce qui va être demandé dans le cadre des subventions. S'il y en a, en effet, on rappelle on n'a rien annoncé sur les subventions. On va travailler là-dessus. Nous, dans la méthodologie, ce qu'on propose, c'est vraiment de proposer la liste des critères pour vérifier que les prérequis sont bien suffisants. Ça va permettre, d'une part, pour les consultants de s'assurer que leurs potentiels clients, leurs prospects, vérifient bien ces prérequis et peuvent bien se lancer dans une démarche acte pas à pas en amont de la signature d'un devis ou autre, ce qui va permettre de pouvoir réorienter éventuellement vers d'autres dispositifs, vers d'autres méthodologies pour essayer de faire en sorte que ces prérequis remplissent bien, que les entreprises remplissent bien ce prérequis. Et ensuite, on réfléchira en effet dans le cadre des subventions, à savoir si l'organisation devra nous fournir un peu la réponse entre guillemets à chacune des questions que l'on pose dans le cadre des prérequis pour vérifier que ces prérequis sont remplis. Donc ça reste à déterminer. C'est pas c'est pas l'ADEME directement qui va vérifier ces prérequis, mais en tout cas, nous, sachez que c'est déjà, en tout cas dans les bilans des émissions de gaz à effet de serre qui nous parvenaient dans le cadre des subventions, c'est déjà quelque chose qu'on regardait sur la qualité des exercices de comptabilité carbone. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de revenir en arrière quand la démarche a déjà démarré et que les prérequis ne sont pas suffisants. C'est pour ça qu'on a décidé de rajouter ces étapes de vérification des prérequis. C'est justement pour éviter qu'une entreprise se lance dans une démarche ou signe un devis pour une démarche acte pas à pas, alors qu'elle ne remplit pas les prérequis ou elle n'a pas la maturité suffisante pour rentrer dans cette démarche. Voilà, j'espère que j'ai répondu clairement à la question. Merci Colin. Il y a un petit pouce qui se lève, donc ça veut probablement dire oui. Il est 15h32, on va devoir clôturer ce webinaire. Si vous avez des questions, des interrogations qui persistent, n'hésitez pas à nous les poser par mail, plutôt dans ces cas-là. Encore une fois, donc le webinaire a été enregistré, donc vous disposerez toutes les ressources, replay plus slides sur la page de la consultation publique. Donc on va essayer de mettre ça à jour ce soir, sinon demain. On vous invite encore une fois à répondre à la consultation publique. Vous êtes sur le terrain, donc vous êtes nos meilleures ressources en fait pour cette V2. Donc, merci d'avance pour tous ceux à tous ceux pardon, qui prendront le temps de répondre à la consultation. On vous tiendra informé sur tous nos réseaux de la parution du coup de la méthodologie une fois qu'elle sera finalisée et bien sûr de l'offre qui est associée à la méthode. Donc,
En attendant pour clôturer, merci à tous d'être venus, d'avoir participé à ce webinaire. On est ravis d'avoir passé ce moment avec vous. On espère qu'on a répondu à vos questions. Et puis bon, on se retrouve bientôt pour des nouvelles actualités autour de Act. Merci encore et on vous souhaite une bonne journée.